Bonjour et bienvenue dans le chapitre 20 de votre livre intitulé La lumière, un flux de photons. Dans ce chapitre, nous allons traiter du caractère corpusculaire de la lumière qui en réalité revêt un caractère dual, puisqu'on peut la décrire à la fois comme une onde et comme un flux de photons. En effet, dans le chapitre 16 sur la diffraction et les interférences, nous avons vu que la lumière pouvait s'interpréter comme une onde électromagnétique. Mais dans ce chapitre, nous allons voir que la lumière peut être décrite en termes de grains ou particules d'énergie appelés des photons. Ce sera le premier paragraphe de ce cours. Dans le deuxième paragraphe, nous verrons une expérience historique qui a permis d'interpréter la lumière sous forme de particules, l'effet photoélectrique. Nous l'étudierons à l'aide d'un bilan énergétique. Et enfin, dans le dernier paragraphe, nous verrons une application en lien avec l'effet photoélectrique, la cellule photovoltaïque. Premièrement, le photon. La lumière est une onde électromagnétique qui transporte de l'énergie. Pour chaque longueur d'onde du rayonnement ou fréquence du rayonnement, on peut associer une unité d'énergie, c'est-à-dire une valeur minimale d'énergie que l'on peut comparer à un grain d'énergie et que l'on appelle un photon. Un photon a les caractéristiques suivantes. Une masse qui est égale à 0, une charge qui est également nulle, et la vitesse est celle de la lumière dans le milieu considéré. L'énergie d'un photon dépend de sa fréquence ou de sa longueur d'onde. On la calcule à l'aide d'une des deux relations suivantes. L'énergie du photon égale h nu ou l'énergie du photon est égale à h fois c sur lambda. L'énergie en joules, h est la constante de Planck qui vaut 6,63 10-34 joules seconde et nu c'est la fréquence du rayonnement en hertz. Ou bien E photon égale hc sur lambda, c est la célérité de la lumière dans le vide, et lambda, la longueur d'onde du rayonnement en mètres. Le joule n'étant pas adapté aux valeurs d'énergie du photon, on préfère souvent, à cette échelle de la matière dite microscopique, utiliser l'électronvolt, et 1 électronvolt correspond à 1,6 10-19 joules. Remarque, un rayonnement bleu est plus énergétique qu'un rayonnement vert ou rouge. En effet, la longueur d'onde du bleu, que aux alentours de 400-424 nanomètres, est inférieure à la longueur d'onde des rayonnements rouges ou verts. Or, on voit que dans la relation sur l'énergie du photon, lambda est au dénominateur, donc plus lambda est petit, plus l'énergie est grande. Ça veut dire que l'énergie d'un rayonnement bleu sera supérieure à celle d'un rayonnement rouge ou vert. Deuxièmement, l'effet photoélectrique. Il a été observé et étudié par de nombreux physiciens tels que Heinrich Hertz, mais son interprétation en était faite grâce aux travaux de grands savants comme Max Planck et Albert Einstein. L'effet photoélectrique est le phénomène d'émission ou d'éjection d'électrons d'un métal sous l'effet de radiation lumineuse. Pour un métal donné, par exemple ici du sodium, cet effet ne se manifeste que pour des photons d'énergie suffisamment grande. Par exemple, sur le sodium, la lumière rouge ne permet pas l'éjection d'électrons, alors que la lumière verte et la lumière bleue vont le permettre. On observe en outre qu'avec la lumière bleue, les électrons sont émis avec plus d'énergie cinétique qu'avec la lumière verte. Il n'est pas possible d'interpréter ces observations à l'aide du modèle ondulatoire de la lumière qui prévalait à l'époque de ces observations. En effet, d'après la théorie ondulatoire de la lumière, en augmentant l'intensité du rayonnement ou la durée d'exposition, on aurait dû observer l'effet photoélectrique même pour le rayonnement rouge. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'est donc pas l'intensité du rayonnement qui permet l'extraction d'électrons, mais sa fréquence ou sa longueur d'onde. C'est donc le photon, introduit par Albert Einstein, et qui s'est appuyé sur les travaux de Max Planck, qui a permis de comprendre l'effet photoélectrique. Pour chaque métal, il existe une fréquence ou longueur d'onde minimale du rayonnement incident qui permet de lui arracher un électron. On parle de fréquence seuil ou de longueur d'onde seuil. Pour le sodium, c'est une longueur d'onde de 538 nanomètres. Si cette longueur d'onde est supérieure à 538 nanomètres, on n'observe pas d'effet photoélectrique. Mais si la longueur d'onde est inférieure à 538 nanomètres, pour le sodium, on observe l'effet photoélectrique. Pour le cuivre et le zinc,
il faut utiliser des rayonnements non visibles puisque la longueur d'onde seuil est en dessous de 400 nanomètres, elle vaut 290 nanomètres pour le cuivre et 263 nanomètres pour le zinc, et cela correspond à des rayonnements ultraviolets. Voyons maintenant le bilan énergétique lors de l'effet photoélectrique. L'énergie minimale pour extraire l'électron du métal est appelée travail d'extraction et notée WE. WE est égal à H fois nu-S, nu-S étant la fréquence seuil. Ainsi, pour extraire cet électron du métal, le photon incident d'énergie EI est égal à H fois nu-I doit posséder une énergie supérieure ou égale au travail d'extraction. Lorsque EI est supérieur à WE, l'électron émis possède de l'énergie cinétique EC qui est égale à 1,5 fois ME fois VI au carré, avec VI qui est la vitesse initiale des électrons ou vitesse maximale des électrons émis. On peut donc écrire EI est égal à WE plus EC ou encore H fois nu-I est égal à H fois nu-S plus 1,5 de ME fois VI au carré. Sur le schéma qui représente l'effet photoélectrique, on peut observer un photon qui possède une énergie suffisante pour pouvoir extraire l'électron de la plaque métallique et communiquer de l'énergie cinétique et donc de la vitesse à l'électron ainsi libéré. Chaque photon qui possède une énergie qui est supérieure au travail d'extraction peut donc extraire un électron. Ainsi, si on reprend l'exemple du métal sodium, le cas numéro 1 où la fréquence du photon incident nu-I est inférieure à la fréquence seuil pour le sodium qui vaut 0,558 10 puissance 15 Hz, l'électron n'est pas arraché. Cas numéro 2 où la fréquence du photon incident nu-I est égale à la fréquence seuil, l'électron est arraché, mais sans vitesse. L'électron n'est plus lié au noyau de l'atome. Et le cas numéro 3, nu-I est strictement supérieur à nu-S, ou encore lambda I est inférieur à lambda S, l'électron est arraché et possède une vitesse VI qui est non nulle. Troisièmement, la cellule photovoltaïque. On la trouve dans les panneaux solaires et elle est constituée de matériaux semi-conducteurs comme le silicium qui présentent des propriétés électriques intermédiaires entre celles d'un isolant et d'un conducteur métallique. Il y a deux faces de silicium. Une des faces du matériau est dopée P, c'est-à-dire avec un déficit local d'électrons, et l'autre face est dopée N avec un excès local d'électrons. Mais cela crée un champ électrique dans le semi-conducteur qui empêche les électrons excédentaires de la couche N de rejoindre directement la couche P. Mais sous l'effet de la lumière, une tension électrique apparaît et un courant peut être généré à l'extérieur de la cellule qui constitue alors un générateur électrique. La cellule photovoltaïque convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Le rendement, qui est noté état, d'une cellule photovoltaïque est le rapport sans unité de la puissance maximale électrique exploitable en watts de la cellule sur la puissance d'entrée reçue par la cellule qui est de la puissance lumineuse en watts. Les meilleurs rendements à l'heure actuelle sont autour de 20%. Il existe différents types de technologies au rendement qui sont très différents. Les coûts ainsi que les critères de développement durable sont également très variables d'une technologie à une autre.